Vous avez pu remarquer, mes amis, qu'il y a, à l'heure actuelle, on va dire depuis 2015, donc 2015-2017, un grand nombre de groupes et associations d'extrême droite qui poussent en France, qui poussent en Europe, et qui poussent aussi en Afrique. J'y viens. Alors il faut se dire, s'il y a cette volonté de créer des associations d'extrême droite, avec tout ce que ça représente l'extrême droite, hein, c'est-à-dire prôner le protectionnisme, prôner le patriotisme, prôner quelque part le racisme, vous allez bien comprendre que tout ça, on joue avec vos peurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'associations qui se créent encore maintenant, qui diffusent des idées d'extrême droite. Quand vous écoutez le discours des gens d'extrême droite, ils font du populisme. Alors le populisme, c'est quoi? Parce que tout le monde dit « Ah, le populisme, c'est quoi le populisme ?» Le populisme, c'est le fait de dire ce que le peuple a envie d'entendre. Donc c'est très facile de faire du populisme. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. « Ah, il y a trop de chômage, c'est le bordel. » Ah, c'est le bordel en France parce qu'il y a les migrants. Ah, c'est le bordel en France parce que c'est Macron qui gouverne. Ah, c'est le bordel en France parce que c'était Mitterrand qui gouverne. Ça, c'est du populisme. En fait, quand le peuple gronde, eh bien, il y a ces partis d'extrême droite et même d'extrême gauche, parce que bon, on va dire que je tape tout le temps sur l'extrême droite. Je vais vous démontrer dans cette vidéo que tous les extrêmes sont extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc il faut du populisme. Alors ils viennent vous parler, je suis tombé sur une dizaine, voire une quinzaine de vidéos sur YouTube, que vous avez sûrement tous vues, parce que bon, on partage. C'est bien beau de partager, mais il faut aussi analyser. Alors vous avez des gars, ils ont un discours, alors j'en ai entendu un encore aujourd'hui, carrément il vous explique, carrément le gars il vous explique qu'il faut vous armer. Il faut vous armer, bon le gars je vous rassure, il est blanc, hein. Il est blanc, il est européen le gars. Alors il a plein de symboles sur lui, voilà, un béret rouge avec une étoile rouge, avec des drapeaux derrière, hein, qui incarnent les régions, hein, chaque région, j'ai vu le drapeau lorrain, j'ai vu le drapeau breton, donc je vous expliquerai aussi la guerre du régionalisme aussi, parce que ça fait partie du plan du nouvel ordre mondial. Bon, ce gars-là, carrément, il vous dit, armez-vous de couteaux, vous avez une voiture, bon, je ne sais pas si vous imaginez, le gars blanc, hein, il vous dit, vous avez des voitures, c'est aussi des armes, donc en fait, il est en train d'expliquer dans son théorème que voilà, il faut s'armer. Voilà, il faut s'armer. Mais vous en avez d'autres qui vous parlent aussi, mais alors, le gars, il vous parle d'amour. Hein, le mec extrême droite, le mec à la limite, il est au bord des larmes en vous expliquant qu'il faut sauver l'humanité, mais il faut se battre en tant que patriote. Donc voilà, donc on a aussi l'idée du patriotisme qui n'est pas la même pour tout le monde. Hein, voilà. Donc on a donc dans cette première preuve ce tapage qui est fait au niveau des associations qui appellent au rassemblement, hein, pour défendre la nation. Je crois qu'à l'heure actuelle, il est plus que nécessaire de défendre nos vies avant de défendre la nation, je pense. Hein. Enfin, je pense que c'est certain. Hein. Je crois que ce n'est pas un problème national, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème mondial. D'accord? Mais vous avez donc, je vous l'amène en preuve, regardez autour de vous, toutes ces associations qui se créent d'extrême droite, toutes ces associations qui appellent au patriotisme, mais pas au patriotisme correct, c'est un patriotisme basé à l'extrême. Il est posé sur l'extrême. Voilà. Si tu n'es pas français, tu es mon ennemi. Si tu ne défends pas le drapeau français, tu es un ennemi. D'ailleurs, attention, c'est balèze. Alors il faut savoir aussi que ces associations d'extrême droite, c'est quand même bizarre, mais elles ont du pognon. Elles ont de l'argent. Alors il faudrait quand même vous poser la question, d'où vient cet argent? Ça c'est important. Il y a des belles associations qui ont des beaux sites, qui ont beaucoup de choses, qui ont de l'argent, mais il faudrait peut-être savoir d'où vient cet argent. D'accord? Ouverture d'esprit, les amis. Qui finance ça? Qui est derrière ceux qui prônent le racisme, le fascisme? D'accord? Qui c'est qui paye les sites où on voit que certaines personnes ont les moyens pour faire des vidéos? Regarde. Bonjour à tous. Comme c'est bien dit dans le petit extrait que vous venez d'écouter, mais qui finance tous ces mouvements d'extrême droite
y compris le Front National hein, en France. Sachant que ce parti d'extrême droite qu'on appelle le Front National développe une politique antisociale mais qui reste focalisée sur la peur de l'étranger en général hein, et de l'arabe musulman en particulier. Hein. On peut dire que la politique du Front National qui gravite autour des problèmes qui sont liés à l'immigration musulmane hein, suivrait en fait une programmation secrète qui serait l'œuvre de l'oligarchie financière qui règne sur la France depuis l'avènement de la Révolution française, hein, apparue en Europe au XVIIIe siècle. Hein. Comme les oligarchies qui règnent sur les différentes nations européennes sont confrontées à la montée du chômage dans leur pays hein, et au déclenchement de crises économiques à répétition, hein, bah, elles ont tout intérêt à rechercher un nouveau bouc émissaire vers lequel elles orienteront le mécontentement populaire. Bah, l'immigré arabe de confession musulmane bah, était tout désigné, hein, bah oui. Bah, c'est l'une des raisons qui vous explique pourquoi les médias de tous ces pays européens exploitent, tout en médiatisant bien entendu, les faits divers qui gravitent autour de la thématique religieuse musulmane. Cette surmédiatisation bah, va stimuler logiquement la montée en puissance de tous ces mouvements populistes hein, d'extrême droite. Et comme aujourd'hui, nous savons que 90% de nos médias sont désormais entre les mains des milieux financiers qui composent les différentes oligarchies européennes, hein, bah, vous avez compris alors pourquoi ces mêmes oligarchies, par l'intermédiaire de leur réseau médiatique, hein, vous ont fabriqué ce nouvel ennemi ou bouc émissaire hein, sur lequel elles orientent désormais le mécontentement populaire. Bah, les gouvernements sont tout aussi responsables de cette situation. Hein, mais bon, concernant ces gouvernements de l'Union européenne, bien entendu, hein, eux, ils joueraient sur cette menace islamiste en réalité pour nous détourner du vrai problème social de l'Europe qui est la privatisation progressive de toutes nos institutions et entreprises. Hein. Pendant que le Parlement européen, c'est-à-dire le Parlement des oligarchies financières pour être plus précis, hein, légifère sur la privatisation de leurs économies respectives, eh ben, leurs médias respectifs aussi, hein, eux, vous parleront de l'ennemi islamiste. Bah oui, on va vous endormir pendant que de l'autre côté, on va privatiser toutes les institutions et toutes les entreprises. Hein. Ensuite, les gens vont commencer à râler en disant oui, tout augmente, c'est cher. Bah oui, dès l'instant où vous avez privatisé des entreprises, ceux qui vont diriger ces entreprises vont vouloir avoir de plus gros bénéfices. Hein. Donc logiquement, et pour payer les dividendes des actionnaires qui vont intégrer ce genre de société, ben, que vont-ils faire? Ils vont augmenter les tarifs hein, pour pouvoir envoyer tous ces millions d'euros à leurs actionnaires. Bah oui. Bah, ça, c'est une stratégie qui est très très bien ficelée, hein, comme vous venez de le voir. Hein. Bah, prenons l'exemple du Front National en France. Hein. Ce parti d'extrême droite focalise le débat politique sur des problématiques hein, identitaires, hein, pour ensuite nous faire croire que l'islam constituerait la source de tous nos problèmes sociaux. Bah, le but de cette campagne centrée sur une idéologie xénophobe hein, consiste en fait à créer de faux débats hein, pour détourner l'attention des vrais problèmes sociaux hein, que sont le droit à un logement décent, à un emploi, le droit à un revenu permettant à toutes et à tous de vivre et non de survivre comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. Voir l'accès gratuit aux soins, et je dirais même l'accès gratuit pour les transports en commun. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet, ça. Parce que, comme vous savez, nos transports en commun sont contrôlés par des sociétés privées, bah oui. Alors qu'en réalité, moi, je pense que les transports en commun auraient dû être gérés par nos gouvernements, hein, puisque c'est le bien du peuple. Hein. On paye des impôts pour que l'État subvienne aux besoins de ce peuple aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on paye des impôts. Hein. Mais là, bon, où va l'argent des impôts, ça c'est un autre sujet. Bah, sur toutes ces questions sociales, hein, vous aviez remarqué que l'extrême droite et le Front National ne proposent aucune solution concrète et viable. Hein. Le Front National dit pourtant être du côté des travailleurs et des précaires et des privés d'emploi. Bah oui. Depuis peu, il dit même vouloir défendre les services publics, hein, les retraites et les emplois. Oui, c'est devenu de grands socialistes, le Front National. Pourtant, étrangement, le Front National ne s'en prend jamais au patron. Vous l'aviez remarqué, je pense. Et vous entendez jamais le Front National attaquer le patronat sur ses agissements. Le Front National n'a jamais été et ne sera jamais un parti ouvrier. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein.
Depuis sa création, il avait toujours regroupé en son sein des patrons dirigeants, parfois plusieurs entreprises, hein, des hauts cadres d'entreprise, hein, des membres des professions libérales et des hauts fonctionnaires, hein. Et ce sont en général, en règle générale, ces premiers qui dirigent et inspirent l'idéal dans ce parti, hein, du moins le dogme politique du parti, hein. Les uns comme les autres sont organisés dans des cercles, hein. Et si le cercle des travailleurs a été médiatisé ces derniers temps, hein, bah, le cercle des entrepreneurs présidé par Jean-Michel Dubois non seulement existe, mais jouerait un rôle assez important dans le financement du Front National. Bah oui. C'est un peu ce qui était dit dans la petit extrait de la vidéo que vous venez d'entendre, hein, qui me sert de thématique, hein. Bien entendu, je vous ai mis un petit extrait, mais bon, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez voir la vidéo dans son intégralité, hein. Parce que moi, je parle du financement des mouvements d'extrême droite, mais cette personne, elle, donne une autre théorie, hein. Elle nous explique que la Russie se cacherait aussi derrière certains de ces mouvements d'extrême droite pour une toute autre raison. Mais moi, personnellement, je sais très bien que c'est bien les oligarchies qui se cachent derrière la montée en puissance de tous ces partis d'extrême droite, hein. Bah oui, il faut trouver un bouc émissaire pour se protéger, hein, du mécontentement populaire, hein. Bon, en regardant dans le détail les orientations politiques de son programme économique, hein, je parle du Front National, bien entendu, hein, on peut dire qu'à sa naissance, dans les années 80 et 90, le Front National affichait clairement un programme basé sur l'ultralibéralisme économique, hein. Aujourd'hui, son président Marine Le Pen essaie de lui apporter un caractère un peu plus social, mais ce n'est qu'un mensonge supplémentaire qui est destiné à rafler le maximum de voix parmi l'électorat ouvrier, hein. Bah oui. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, hein. Si un jour ce parti d'extrême droite que vous appelez Front National, financé par l'argent des oligarchies, prenait le pouvoir, eh ben sa vision ultralibérale qu'il se fait de l'économie sera à l'ordre du jour, hein. Et il sera appliqué dans un programme ultra-réactionnaire, hein. Bah, permettre l'installation d'un tel parti à la tête de la France serait l'annonce d'un recul de tous nos acquis sociaux. En 2010, le Front National avait dénoncé déjà la grève des cheminots et en 2011, il avait reproché aux ouvriers des compagnies pétrolières de bloquer les raffineries et au gouvernement de n'avoir pas procédé plutôt à leur réquisition. Bah, le Front National veut entre autres en finir avec le Code du travail et développer la négociation dans les branches professionnelles au détriment des droits collectifs. Bah, vous avez compris que ce Front National, il ne protège pas les ouvriers, hein. Il a tendance à se mettre derrière le patronat. Bah oui, c'est pas pour rien qu'il a été créé dans les années 80, hein. En matière d'éducation, bah, on peut dire que c'est guère mieux, hein. Le Front National estime que le problème principal, c'est celui de l'autorité des enseignants, hein. Et bon, et pour lui, pour régler ce problème, il veut mettre les élèves au pas, et n'aider que ceux qu'il estime les plus méritants, hein. Et bien entendu, comme vous vous en doutez, le Front National changera les programmes d'histoire, hein, dans un but bien précis, hein, flatter le nationalisme et le patriotisme du pays. Ah oui. Mais ce même Front National ne dit pas grand-chose de la nature inégalitaire, hein, du système éducatif, hein. Il ne propose aucun investissement dans le secteur public, hein. Oui, parce que les écoles publiques vont souffrir avec le Front National à la tête de l'État, hein. Par contre, ce même Front National se permet de voter des subventions aux différentes écoles privées, hein, dans les conseils régionaux. Car beaucoup de ces écoles privées sont d'obédience catholique, hein. Et le Front National, bien qu'il soit athée et développera probablement, s'il était élu, une politique strictement laïque, hein, bah, essaie tant bien que mal de flatter l'électorat catholique pour un soutien tout en continuant, bien entendu, hein, d'appliquer à la France cette politique laïque qui est née pendant la Révolution française de 1789, hein, et qui avait été stimulée par les philosophes et les loges franc-maçonnes, hein. Bah, comprendre que ce parti d'extrême droite flirte avec les milieux de l'argent, hein, c'est une évidence, hein, quand on voit ce que les députés du Front National avaient voté comme loi en 1986, hein, lorsqu'ils étaient du moins lorsqu'ils avaient intégré le Parlement, du moins l'Assemblée. Bah, comment avaient-ils voté ces élus du Front National pendant 2 années? Bah, c'est pas compliqué, hein. Bah, ils repoussèrent systématiquement toutes les propositions qui allaient dans le sens du progrès social, hein, et approuveront tout ce qui était favorable aux puissances de l'argent. Bah, par exemple,
la suppression de l'impôt sur la fortune ou le rétablissement de l'anonymat sur les ventes et les achats d'or. Eh ben oui, hein, c'est un parti qui est financé par l'oligarchie, donc il ne va pas s'attaquer à ceux qui le financent, hein, surtout, c'est-à-dire le patronat. Hein. Bah, à l'époque, le programme du Front National en matière économique était ultralibéral. Hein. La loi de la jungle au bénéfice des plus riches et des plus forts. Hein. Il était intégré comme l'idéal du parti. Hein. Ce qui, bien entendu, avait beaucoup attiré l'aile la plus réactionnaire du patronat. Eh oui. Parce que cette politique ultralibérale développée par le Front National va attirer les sympathies du patronat, d'une partie du patronat. Hein. Et depuis, pour se faire voir comme un parti populiste et non réactionnaire, comme il l'a toujours été, hein, et puis il le restera toujours, hein, faut pas vous faire d'illusions. Hein. Le Front National essaie de s'attirer les sympathies aujourd'hui d'un électorat de plus en plus populaire, hein, surtout ouvrier. Hein. Bien qu'ultra-réactionnaire en matière économique, le Front National modifiera progressivement certains aspects de son programme politique, hein, en donnant l'illusion dans ses discours d'une orientation un peu sociale. Hein. Mais concrètement, cela va se traduire par quoi, vous allez me dire? Bah, si on en juge par son programme intitulé L'Alternative nationale, publié en mars 1997, hein, bah, c'est ainsi qu'en matière fiscale, le Front National propose tout bonnement la suppression des impôts sur le revenu, sur les droits de succession, sur la fortune, et le remplacement par une fiscalité indirecte de type TVA frappant tous les consommateurs, c'est-à-dire nous. Bah, en langage plus clair, la fiscalité qui vise surtout les riches de manière progressive serait remplacée par une taxe qui là ben, va cibler tous les pauvres, c'est-à-dire nous tous, hein, puisque lorsque vous augmentez la TVA, vous allez augmenter tous les produits que nous achetons, les produits alimentaires, les vêtements et tout ce que vous voulez. Hein. Ah bah oui, le Front National il ne va pas s'attaquer aux patrons, hein, surtout ceux qui le financent. Bon, quand je parle des patrons, je parle surtout de l'oligarchie, hein, parce que quand on parle des patrons de certains groupes industriels, il y a aussi certains banquiers qui se permettent de favoriser l'essor de l'extrême droite en France. Hein. Bah, le Front National ne sera jamais un parti qui servira les intérêts sociaux, du moins social du pays. Hein. Il flirtera toujours avec l'oligarchie politico-financière. Bah, sa thématique centrale, qui est la lutte contre l'immigration, n'est qu'une manière détournée de nous éloigner des vrais problèmes sociaux du pays. Hein. Par exemple, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, lorsque nos médias surexploitent, surmédiatisent les attaques terroristes de Daesh, hein, c'est pas par hasard. Hein, c'est voilà, pendant des jours et des jours, on maintient l'antenne avec des sujets qui sont liés au fanatisme religieux de certains petits groupes. Et en plus, fanatisme religieux, je le dis entre parenthèses, parce que lorsque vous faites une enquête approfondie, vous vous rendez compte que 90% de ces djihadistes terroristes avaient des casiers judiciaires énormes. Ils ne connaissaient pas grand-chose de la religion musulmane. Hein. Ils se sont engagés en Syrie juste par plaisir, hein, pour assouvir leur désir de se venger de la société française en tuant là-bas, en Syrie. Parce que beaucoup de ces délinquants n'ont pas été élevés dans une culture islamiste, hein, une culture religieuse. Hein, parce que quand on écoute nos médias, on nous fait croire que les 2-3 millions de musulmans en France seraient tous des fanatiques religieux qui n'attendent que leur heure pour se révolter contre la société française. Bah déjà, vous avez beaucoup de ces djihadistes terroristes ont vécu dans des familles qui n'étaient pas très orientées vers le religieux. Hein. D'ailleurs, lorsqu'on fait des enquêtes, on se rend compte que les parents de ces mêmes terroristes expliquent que, vous savez, nous, on n'est pas fanatisés comme l'ont été nos enfants. Hein. Donc, ils ont été élevés dans un milieu plus ou moins modéré. Et quand on parle de leur fanatisme, c'est pas vraiment du fanatisme. Hein. Voilà, tout se passe au niveau psychologique. Hein. Ce sont des anciens délinquants qui veulent assouvir leur frustration, du moins la frustration qu'ils ont subie en France. Ils veulent qui est refoulée dans leur inconscient. Ils veulent, comment dire,
la personnifier dans le combat avec Daesh. Mais bon, nos médias, si nos médias nous conditionnent avec ce genre de reportage sur l'islam, on invite, comme je l'ai dit, on invite ces intellectuels juifs qui viennent débattre du monde, qui viennent agresser toutes les religions hein, sur les plateaux TV. Hein. Eh ben, c'est que, comme je l'ai dit, hein, 90% de nos médias sont tenus par l'oligarchie politico-financière, par les groupes industriels et nos banques. C'est logique que cette oligarchie stigmatise le musulman pour faire monter les extrêmes droites. Et ainsi, pendant que les extrêmes droites commencent à s'exprimer contre la menace musulmane islamiste en France, bah, l'oligarchie s'en frotte les mains après, puisqu'elle se protège. On a fabriqué un bouc émissaire musulman vers lequel on va orienter le mécontentement populaire et on va se servir de l'extrême droite pour valider ce combat anti-immigré. Parce que c'est pas par hasard, hein. On nous dit que l'extrême droite, on peut pas discuter avec l'extrême droite. Nos médias, avec leur hypocrisie, nous expliquent que oui, c'est inadmissible de voir l'extrême droite prendre le pouvoir. Mais le problème, c'est que ce sont ces mêmes médias comment dire, qui médiatisent Marine Le Pen en l'invitant systématiquement. Et vous remarquez, les débats ne parlent plus des problèmes sociaux, puisque les débats, surtout aux dernières élections, tous les débats sont, comment dire, lancés par Marine, étaient lancés par Marine Le Pen. Et nos hommes politiques se contentent de répondre aux thématiques développées par le Front National. Donc, et à côté, pendant qu'on discute de l'immigration musulmane, eh ben, les problèmes sociaux ne vont pas se résoudre hein, et ça va se dégrader encore plus. Hein. Je préfère vous le dire, hein, ça se dégradera encore plus parce que les médias vont continuer de surmédiatiser ce genre de sujet sur les thématiques liées aux religieux et musulmans. Bien entendu, quand il n'y a pas d'attentat, nos chers journalistes vont trouver des sujets ou des faits divers insignifiants qu'ils vont monter en épingle pour nous faire croire que c'est un sujet hyper important. Quelquefois, je ne comprends pas ce que les résultats de matchs de foot font dans un journal télévisé. Ou alors qu'une vieille femme a été agressée. J'avoue ne pas comprendre, parce que des agressions, de la violence, de la délinquance, il y en a toujours eu sur cette planète, il y en a toujours eu, il y en a partout sur la planète. Je ne sais pas pourquoi on surmédiatise des petits faits divers, surtout à l'approche de certaines élections. Hein. Oui, vous avez compris que tout est lié. Hein. Ceux qui surmédiatisent ce genre d'informations ont des arrière-pensées bien précises. Hein. C'est pousser les lecteurs moyens qui ne réfléchissent pas trop, hein, puisqu'il ne peut pas réfléchir, vu les émissions complètement débiles qu'on lui diffuse. Il ne peut pas réfléchir correctement. Celui qui réfléchit, en général, ou on le traite de conspirationniste, hein, ou on le met dans la catégorie extrême droite ou extrême gauche. Voilà. Et s'il n'est pas dans ces catégories, bah, c'est l'intégrisme musulman. Voilà. Et qui se permet de classifier les gens dans ces catégories, bah, c'est l'oligarchie qui dirige notre nation. Bah oui. Bon, là, je vais vous diffuser un petit extrait d'une vidéo YouTube qui circule toujours, hein, qui parlait de Charlie Hebdo. Comme vous savez très bien qu'à une époque, il fallait être Charlie hein, pour ne pas être poursuivi par les autorités. Si vous disiez que vous n'étiez pas Charlie, surtout si vous étiez d'origine maghrébine ou arabe, là, vous étiez vraiment répertorié dans la catégorie terroriste. Hein. Parce que comme vous le savez, on a même convoqué des parents d'enfants de 8 ans qui ne voulaient pas faire la minute de silence. C'est pour vous dire jusqu'où va l'aberration, et pour les gens c'est normal. C'est normal qu'on convoque, on vienne presque chercher des enfants de 8 ans dans les établissements scolaires parce qu'ils n'ont pas voulu faire la minute de silence. Et pourquoi nous demande-t-on de faire une minute de silence pour le journal Charlie Hebdo? Parce qu'à travers l'attaque de Charlie Hebdo, c'est pas le carnage qui... C'est surtout ce que représentait le journal. Le journal Charlie Hebdo
ne représentait pas vraiment ce qu'on a voulu nous faire croire. Oui, la liberté d'expression. C'est surtout la laïcité qui nous est imposée par les loges franc-maçonnes, puisque vous avez remarqué que Charlie Hebdo n'attaquait pas beaucoup aussi dans son journal les francs-maçons. Est-ce que vous avez déjà vu des caricatures de francs-maçons dans son journal? C'est pas par hasard. Et si le gouvernement français a mobilisé les troupes au mois de janvier 2015 pour dire non à ce fanatisme religieux, c'était bien pour évoquer la laïcité. Ce n'était pas vraiment pour les morts qui avaient tué. Hein. Parce que vous avez remarqué que le 13 novembre, lors des attaques du Bataclan, on n'en a pas fait autant que ce qu'on avait fait pour le journal Charlie Hebdo. Parce que Charlie Hebdo, bon, il y a le problème des caricatures, mais bon, vous allez comprendre que les caricatures, c'est aussi c'est un autre souci. Hein, c'est lié aussi à l'extrême droite. Hein. On tourne autour de la même thématique. Hein, c'est l'extrême droite qui crée des problématiques qui sont liées à l'immigration pour vous détourner des vrais problèmes sociaux. Voilà. C'est amusant quand même, un journal satirique anarchiste. Charlie Hebdo anarchiste se permet de reprendre des caricatures d'un journal d'extrême droite danois. Vous savez, je pense que ceux qui ont créé le journal Charlie Hebdo doivent se retourner dans leur tombe actuellement, hein, quand on voit parce que c'est devenu un petit journal de bobo, hein, un petit journal de beauf comme on dit. Hein. Vous avez toute l'extrême droite qui vient applaudir ce journal. Et bon, en plus, les locaux de Charlie Hebdo avaient été brûlés. On nous a fait croire que c'était un attentat terroriste. Alors qu'en réalité, tout le monde avait plus ou moins compris que c'était un problème d'assurance. Ça m'amuse tout ça, mais bon. Bah, tant que vous ne commencerez pas à réfléchir sur ce genre de sujet, vous ne commencerez pas à regarder le journal avec un esprit critique, je pense que la situation se dégradera, continuera de se dégrader. Hein. Moi, je suis pas Charlie. Je suis pas Charlie. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec Charlie que je pense que ce qu'il mérite, c'est de se faire buter, etc. C'est pas du tout ça la question. Mais on va pas m'obliger à dire je suis Charlie. Charlie qui publie des caricatures qui viennent d'un journal d'extrême droite danois. Je suis désolé, c'est une catastrophe de faire. Elle élimine tous les chefs d'État qui étaient au premier rang, d'autant plus qu'ils n'ont pas tellement marché longtemps. Moi, je n'avais pas trop envie d'y aller, évidemment. L'union sacrée, ça m'a jamais plu, et encore moins maintenant que jamais, parce que, en fait, c'est pas l'union sacrée. C'est l'union de certains contre d'autres. Contre les musulmans, contre les jeunes, de fait contre les arabes et les noirs, etc. L'union sacrée, c'est vraiment un pot pourri, quoi. Donc, dans l'essence du terme. L'union nationale, pour moi, c'est du communautarisme, exactement comme on veut parler du communautarisme musulman ou juif. Hier, Sarkozy a rompu l'unité nationale, puisqu'il a sorti partout que c'était une honte, parce que Valls avait parlé d'apartheid. Donc ça y est, il a rompu l'unité nationale. Ça y est, c'est fini, ça n'aura pas duré très longtemps.